Et si la clé de notre santé, elle ne se trouvait pas forcément dans une pharmacie, mais plutôt dans le parc du quartier, dans les décisions de la mairie, ou même à l'école. C'est exactement l'idée. Une idée assez révolutionnaire qui se cache derrière un document de 1986 qu'on va décortiquer ensemble. Un texte qui, on va le voir, est plus pertinent que jamais. Alors, quand on parle de santé, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit en premier? Souvent, on pense médecins, hôpitaux, médicaments, n'est-ce pas? Mais et si la vraie fabrique de la santé se trouvait en fait complètement ailleurs? C'est la question de base en fait. Est-ce qu'être en bonne santé, ça veut juste dire ne pas être malade? Pendant des siècles, la réponse de la médecine a été un grand oui. Mais cette vision, elle est sur le point d'être complètement chamboulée. Il faut remonter un peu dans le temps. Déjà, en 1946, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a posé une définition qui a vraiment tout changé. Regardez bien les mots. Bien-être complet. D'un coup, la santé, ce n'est plus juste l'absence de quelque chose de négatif, comme une maladie. Non, ça devient une ressource positive, une véritable force dans notre vie de tous les jours. Mais bon, avoir une belle définition, c'est une chose. La mettre en pratique, c'en est une autre. On est d'accord. Il a fallu attendre 40 ans pour qu'un groupe se réunisse et décide de créer une vraie feuille de route, un plan concret pour que cette vision devienne enfin une réalité. Et cette feuille de route, c'est bien sûr la Charte d'Ottawa. Mais attention, ce n'est pas juste un document administratif un peu poussiéreux. Non, non, c'est une véritable philosophie d'action qui est née d'une prise de conscience mondiale. Alors, tout ça, ça commence où? Au Canada, en 1986. Mais cette conférence, ce n'était pas un simple sommet de plus. C'était une réponse à un besoin urgent qui était ressenti partout dans le monde, celui de repenser de A à Z notre approche de la santé publique. Au cœur de cette charte, il y a un concept clé, la promotion de la santé. Et la définition est super importante. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, qu'on reçoit passivement, un peu comme un médicament, pas du tout. C'est un processus actif. Les mots à retenir, c'est contrôle et moyen. En gros, l'idée, c'est de donner aux gens le pouvoir, les outils pour agir eux-mêmes sur leur santé. Et pour que ce contrôle soit possible, la charte nous dit qu'il y a des prérequis, des fondations indispensables. Regardez la liste. La paix, un logement, l'éducation, un revenu. On voit bien que pour la charte, on ne peut même pas commencer à parler de santé si ces bases-là ne sont pas solides. La santé, du coup, ce n'est plus une question purement médicale, ça devient une question profondément sociale et même politique. Voilà le fameux logo de la charte. Ce n'est pas juste un joli dessin, c'est une véritable carte stratégique. On y voit bien les 3 stratégies de base, au centre, qui sont entourées par 5 grands domaines d'action. C'est ce plan qu'on va maintenant décortiquer ensemble. Au cœur de cette stratégie, donc, il y a 3 verbes d'action. D'abord, il faut promouvoir l'idée que la santé est une ressource précieuse. Ensuite, il faut conférer les moyens, s'assurer que tout le monde a les outils pour agir. Et enfin, servir de médiateur, parce que la santé, ce n'est pas l'affaire d'un seul secteur comme le médical, c'est l'affaire de tous. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, la charte nous donne un plan d'action très clair, en 5 piliers fondamentaux. Voilà, ces 5 piliers. On peut les voir comme les 5 chantiers principaux pour construire une société plus saine. On va les passer en revue un par un, en commençant par celui qui nous demande de repenser la politique elle-même. Alors, premier pilier, et c'est une idée assez radicale à l'époque, la santé, ça va bien au-delà du système de soins. Chaque décision politique, que ce soit en urbanisme, en économie ou sur l'éducation, eh bien chaque décision a un impact sur notre santé. Et donc elle doit être pensée en prenant ça en compte. Deuxième pilier, on ne peut pas nous séparer de notre environnement. Notre santé se fabrique là où on vit, là où on travaille, là où on aime. C'est le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche socio-écologique. L'idée simple que notre bien-être dépend directement de l'écosystème social et physique qui nous entoure. Troisième pilier, celui de l'action communautaire, de la participation. L'idée ici, c'est que les meilleures décisions pour la santé d'une communauté, eh bien, ce sont celles qui viennent de la communauté elle-même. C'est redonner le pouvoir d'agir à l'échelle locale. Bon, on a vu les principes, mais est-ce que ça a eu un impact concret? La réponse est un grand oui, parce que la Charte d'Ottawa, ce n'est pas resté juste une belle déclaration d'intention. Voyons un peu comment elle a permis de construire des villes plus saines. Et pour bien saisir cette philosophie, il n'y a rien de mieux que cette phrase, tirée de la charte elle-même. La santé est créée et vécue par les gens dans le cadre de leur vie quotidienne. Tout est dit. La santé, elle n'est pas dans un cabinet médical, elle est partout, à chaque instant. Et cette idée, elle a fait son chemin. Ce schéma, qui a l'air un peu complexe, c'est la vision moderne de la santé. On appelle ça les déterminants sociaux de la santé. Regardez, au centre, il y a notre état de santé. Mais tout autour, il y a toutes ces couches qui l'influencent. Notre lieu de vie, le système de santé et même le contexte politique et économique général.
C'est l'héritage direct de la pensée de la Charte d'Ottawa. Et l'impact a été quasi immédiat. À peine un an après la signature de la charte, en 1987, l'OMS lance un programme hyper ambitieux pour appliquer ses idées, mais à l'échelle d'une ville. C'est la naissance du mouvement des villes santé. Et ce tableau y montre très bien comment on est passé de la théorie à la pratique. Regardez la connexion directe. Le principe de la charte, par exemple, élaborer une politique publique saine, ça devient concrètement mettre la santé au premier rang des priorités politiques pour une ville. En somme, la charte a fourni le pourquoi et le mouvement Ville Santé a apporté le comment. Tout ça, c'était il y a plus de 30 ans. Alors est-ce que cette charte est encore pertinente aujourd'hui? Plus que jamais. Notamment pour s'attaquer au problème fondamental des inégalités en santé. Les chiffres, notamment ceux de Santé publique France, sont sans appel. Plus on descend dans l'échelle sociale, plus l'état de santé se dégrade. Et attention, ce n'est pas une fatalité, ce ne sont pas des inégalités naturelles. Elles sont le produit de nos systèmes sociaux, de nos politiques. C'est exactement ce que la charte visait à corriger en s'attaquant aux conditions de vie. La pandémie de Covid-19, par exemple, a mis un énorme coup de projecteur sur ces inégalités. Beaucoup de chercheurs se sont d'ailleurs appuyés sur la Charte d'Ottawa pour poser une question dérangeante. Pourquoi notre réponse a-t-elle été si concentrée sur le médical, en oubliant un peu tous les déterminants sociaux qui ont rendu certaines populations beaucoup plus vulnérables que d'autres? Et c'est finalement la grande question que nous laisse la charte. Si notre santé se construit dans nos maisons, nos écoles, nos villes, alors qui est responsable de leur construction? La réponse de la charte, c'est que ce n'est pas seulement l'affaire des médecins ou des infirmières. C'est une responsabilité collective. Une responsabilité partagée par les urbanistes, les politiques, les enseignants, les employeurs, bref, par nous tous.